C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons résumer le cours d'anatomie sur l'estomac, toujours avec la deuxième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil digestif. Avant de commencer le résumé Tana, on remercie comme à notre habitude les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement Dr Baba pour être le diapo de cours que l'on va utiliser. Sans plus tarder, on peut donc commencer notre résumé sur l'estomac. L'estomac, qu'on appelle aussi gaster, est un organe dilaté du tube digestif. Il vient juste après l'œsophage, après la jonction gastro-œsophagienne, qui est l'orifice supérieur de l'estomac qu'on appelle le cardia, et il va précéder le premier segment de l'intestin, qui est le duodénum. Par la jonction gastro-duodénale, l'orifice inférieur de l'estomac qu'on nommera le pylore. La fonction de l'estomac est d'assurer la deuxième phase de la digestion, la phase gastrique, celle qui va permettre de transformer le bol alimentaire en une espèce de bouillie mi-liquidienne qui permettra à l'intestin d'absorber les différents nutriments suite à la dégradation du bol alimentaire. Cette bouillie, qu'on nomme chyme, va être évacuée progressivement dans le duodénum par l'orifice inférieur de l'estomac qui est le pylore. Au niveau situation, l'estomac est un organe thoraco-abdominal. Il se situe dans la cavité abdominale, dans l'étage sus-mésocolique, au-dessus du mésocolon transverse, juste tête le diaphragme, au niveau de la loge sous-phrénique gauche, tête la coupole gauche de notre diaphragme, et il a une projection thoracique. Projection thoracique car il va être partiellement recouvert du gris costal de notre cage thoracique. Au niveau abdominal ténit, on peut dire que l'estomac se situe au niveau de deux quadrants de l'abdomen. L'hypochondre gauche, où on trouvera la rate, et la région épigastrique. La loge que l'estomac va occuper est limitée bien évidemment en haut par la coupole diaphragmatique gauche, en bas par le côlon transverse, à droite par le bord du foie gauche, du lobe gauche du foie, et à gauche par la rate. Étant donné que l'estomac est un organe abdominal, mais qui a une projection thoracique, on dit que c'est un organe thoraco-abdominal, il est recouvert par le gris costal. Il se projette sur le gris costal de la cinquième à la dixième côte. Il se situe bien sûr à gauche de la colonne vertébrale. Les deux orifices TOO, l'orifice supérieur, notre fameux cardia, se projettent sur le flanc gauche de la 11e vertèbre thoracique. Certains auteurs nommeront la 10e vertèbre thoracique. Le pylore, quant à lui, orifice inférieur permettant de créer la jonction entre l'estomac et le duodénum, va se situer quant à lui sur le flanc droit de L1, de la première vertèbre lombaire. Sur le plan des dimensions, des paramètres dimensionnels, chez un individu qui sera couché, et bien sûr avec un estomac moyennement rempli, on aura les dimensions standards suivantes. Une hauteur qui va avoisiner les 25 jusqu'à 30 cm et une largeur et une épaisseur qui seront aux alentours des 10 cm. La largeur peut aller jusqu'à 12, le diamètre antérieur-postérieur, l'épaisseur peut descendre à 8 cm. La capacité moyenne de l'estomac va varier de 1 à 2 litres évidemment. Sur le plan de l'anatomie descriptive, si on décrit l'extérieur de l'estomac, la configuration externe-intérieure, on dira que l'estomac a une forme de cornemuse, une forme de J, courbée, aplatie d'avant en arrière, possédant par conséquent deux faces. Une face antérieure et une face postérieure. Ces faces sont limitées par deux bords latéraux. Un bord du côté droit, relativement court, qui sera courbé, qui va constituer la petite courbure de l'estomac, et un bord gauche relativement long, beaucoup plus long que le bord droit, qui lui sera aussi courbé et va constituer la grande courbure de l'estomac. On peut définir classiquement trois parties au niveau de l'estomac. La grosse tubérosité, qu'on appelle aussi le fundus de l'estomac, c'est la poche à air gastrique. Le corps de l'estomac, la plus longue partie de notre estomac, et la partie pylorique, constituée de
du vestibule ou bien de l'antre pylorique avec le canal pylorique qui se terminera par une formation sphinctérienne donnant sur le pylore et sur le duodénum. Ce sont les trois parties classiques auxquelles on rajoutera une quatrième partie qui sera ici, entre le corps et la partie pylorique de notre estomac, qu'on appellera la petite tubérosité. C'est la partie la plus déclive, la partie la plus inférieure de notre estomac. Pour continuer la description de notre estomac, on va décrire d'abord les deux courbures. La petite courbure et le bord droit de notre estomac. Il va continuer l'œsophage, il s'étendra donc du cardia jusqu'à la jonction duodéno-pylorique. Il présentera deux segments, il aura une forme de L inversée, un segment vertical qui ira du cardia jusqu'à un pli, le pli angulaire. Et ensuite, on a un segment horizontal qui va prendre en considération la partie horizontale de l'estomac, c'est-à-dire la partie et la zone pylorique. Cette zone-là, ce segment-là, ira du pli angulaire jusqu'au pli pré-pylorique supérieur à ce niveau-là. En ce qui concerne la grande courbure, c'est le bord gauche de l'estomac qui est beaucoup plus long, 4 à 5 fois plus long que le bord droit. Il va aller de l'incisure cardiale, structure décrite par His, qui porte le nom de angle de His, jusqu'au pylore. Elle présentera, donc cette grande courbure, trois parties, trois segments. Un segment supérieur, convexe, qui va décrire donc la grosse tubérosité, le fundus. Un segment moyen, allongé, qui va permettre de limiter le corps de l'estomac. Les deux segments convexes et allongés, supérieur et moyen, décriront donc le segment vertical de cette grande courbure. Un dernier segment, c'est le segment inférieur, horizontal, qui permettra de limiter la partie pylorique, la partie anthropylorique de notre estomac. Elle se terminera, cette partie-là, donc ce segment horizontal et cette grande courbure de manière générale, par le pli prépylorique inférieur. Les deux plis, prépylorique supérieur et inférieur, décriront une formation sphinctérienne permettant de décrire le pylore et donc de réguler le passage du chyme de l'estomac vers le duodénum. Sur le plan interne de l'estomac, la description intérieure de l'estomac va porter du coup sur l'étude de la configuration interne. On peut observer la muqueuse gastrique grâce à la fibroscopie. Cette muqueuse nous apparaîtra de couleur rose-rouge. Elle présentera plusieurs plis longitudinaux avec deux formations de replis muqueux. Le premier repli sera au niveau de l'inciseur cardiale de His, qui va former une espèce de valvule, la valvule de Gubarov. Cette valvule-là permettra donc de fermer l'orifice supérieur de l'estomac, le cardia, pardon. Euh, Elle portera donc le nom de valvule cardio-œsophagienne, permettant donc d'éviter que le contenu gastrique, l'acide présent au niveau de l'estomac, ne remonte au niveau de l'œsophage, créant donc des RGO, des reflux gastro-œsophagiques. Deuxième repli muqueux, c'est au niveau pylorique. C'est la valvule pylorique délimitée en interne par les deux plis prépyloriques supérieur et inférieur qui portera le nom donc de valvule annulaire. En plus de ces deux structures-là, la muqueuse gastrique présente deux zones de sécrétion intéressantes à connaître. La première zone, c'est le segment et la partie verticale de notre estomac, le fundus avec le corps de l'estomac, qui pourra du coup sécréter un contenu acide. C'est la zone de sécrétion acide de notre estomac. La deuxième zone, la partie horizontale de notre estomac, la région pylorique, la partie anthropylorique, sécrétera quant à elle un produit de sécrétion alcalin, basique. C'est la zone de sécrétion alcaline et c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir des ulcères au niveau gastrique, au niveau de l'estomac. Sur le plan structure histologique, la paroi de l'estomac est bien sûr assez épaisse. Elle va contenir donc de l'extérieur vers l'intérieur une séreuse qui me vient du péritoine viscéral, une musculeuse, couche musculaire constituée de trois couches de fibres musculaires, des fibres externes longitudinales, des fibres moyennes de direction circulaire et des fibres internes qui ont une direction entre les deux, une direction oblique.
تحت هاد la musculeuse, on trouvera une sous-muqueuse et encore plus à l'intérieur, on trouvera la muqueuse gastrique qui va être en contact avec la lumière. L'estomac est bien sûr un organe mobile, extrêmement mobile, mais pour pas qu'il sorte de sa loge sous-phrénique gauche, on est obligé de le tenir en place par des moyens de fixité. Il sera tenu en place et fixé de par sa continuité avec l'œsophage en haut et le duodénum en bas, mais aussi par plusieurs formations péritonéales. On peut citer le ligament gastrophrénique, ligament suspenseur de l'estomac qui va permettre de coller et de lier le fundus de l'estomac à la paroi supérieure qui est le diaphragme. Le petit omentum qui est un repli péritonéal permettant de lier la petite courbe de l'estomac à la face inférieure du foie. Et c'est à ce niveau-là que passera le pédicule hépatique par la même occasion. On a également l'omentum gastrosplénique permettant de lier l'estomac avec la rate. Et dernière structure, le grand omentum constitué d'une partie transversale, le ligament gastrocolique permettant de lier la grande courbure de l'estomac avec le côlon transverse et le tablier épiploïque, segment vertical du grand omentum permettant de recouvrir à partir du côlon transverse les anses grêles. Si on passe maintenant à l'anatomie topographique, les rapports de l'estomac, on étudiera les rapports de l'estomac selon justement sa configuration externe. Constitué de deux bords, une grande courbure, une petite courbure, et deux faces, une face antérieure et une face postérieure, l'estomac présentera donc quatre types de rapports. Les rapports de la grande courbure, les rapports de la petite courbure, de la face antérieure et de la face postérieure. Pour la grande courbure, composée de trois segments comme on a dit, un segment convexe constituant le fundus, la grosse tubérosité, un segment allongé qui va constituer le corps de l'estomac et un segment horizontal, dernier segment donc de la grande courbure constituant la partie pylorique de l'estomac. Pour pour le segment convexe constituant le fundus, la grosse tubérosité, la grande courbure aura un rapport essentiellement avec le diaphragme, par le biais du ligament gastrophrénique, contenant certains vaisseaux courts de l'estomac, et surtout du coup avec la coupole diaphragmatique du côté gauche. Par le biais de cette coupole diaphragmatique, le fundus entrera en rapport avec les éléments thoraciques, les éléments de la cavité thoracique. Essentiellement le péricarde et la plèvre et le poumon du côté gauche. Le corps, quant à lui, la grande courbure qui va permettre de limiter le corps de l'estomac, entrera en rapport avec la rate par le biais de l'omentum gastrosplénique le liant à elle et aussi avec l'angle colique gauche, l'angle formé par le côlon transverse et le côlon descendant gauche. Quant au segment de la grande courbure permettant de limiter l'antre, ou du moins la partie pylorique de l'estomac de manière générale, elle entrera en rapport avec bien sûr le grand omentum qui va la lier au côlon transverse avec le mésocolon transverse et l'angle duodéno-jéjunal permettant de lier donc le duodénum avec le segment suivant de l'intestin grêle, le jejunum. Pour la petite courbure, les rapports de la petite courbure se feront essentiellement avec le petit omentum, duquel va permettre la liaison de cette petite courbure avec la face inférieure du foie. On aura également, dans l'espace rétropéritonéal, l'aorte abdominale qui donnera naissance à sa première collatérale viscérale, le tronc cœliaque, avec la région cœliaque de Louchka, contenant les deux ganglions semi-lunaires qui vont recevoir le contingent sympathique et parasympathique constituant le plexus cœliaque, le plexus solaire, permettant l'innervation d'une grande partie des organes digestifs de la cavité abdominale. Pour la face postérieure, l'estomac entrera en rapport en postérieur avec essentiellement la bourse omentale. La partie de cette bourse omentale, de cette arrière-cavité des épiplombs, qui va être en arrière de l'estomac, sera ce qu'on appelle la poche rétrogastrique. De par cette bourse omentale, on entrera en rapport en plus postérieur avec le diaphragme, la surrénale gauche avec le rein gauche, la rate, la queue et le corps du pancréas, et en bas avec le mésocolon transverse. Cette coupe transversale qui passe par la première vertèbre lombaire, par L1,
permet de nous montrer donc effectivement la bourse mentale, le pancréas, notre rein qui va être coiffé par la surrénale, la rate, le diaphragme et un peu plus bas le mésocolon transverse. La face antérieure, quant à elle, de l'estomac va être divisée en deux. Les rapports de la face antérieure seront divisés en deux, car l'estomac est un organe à projection thoraco-abdominale. C'est un organe thoraco-abdominal avec une projection thoracique qui va constituer deux parties. Un premier segment qui est revêtu par le gris costal est le segment sous-thoracique. Il va constituer ce qu'on appelle l'espace de Traube, un espace sonore qui est limité par le poumon gauche et par le lobe gauche du foie. La sonorité à ce niveau-là de l'estomac sera caractéristique justement du fundus de l'estomac qui est la poche à air gastrique ternant. Le son qui va sortir donc d'une percussion, d'un tapotement au niveau de cette région-là, au niveau de cet espace de Traube, va contraster avec le son mat du foie et le tympanisme à la percussion au niveau du poumon. Car l'estomac, à ce niveau-là, est un organe, enfin le fundus de l'estomac sera un organe creux qui va contenir de l'air avec une sonorité particulière. Cet espace de Traube entrera bien sûr en rapport, ce segment sous-thoracique entrera en rapport avec le poumon gauche, avec la plèvre et le récessus pleural qui est constitué par la plèvre costale et la plèvre pariétale diaphragmatique, le péricarde en haut et bien sûr la face viscérale du lobe gauche du foie. Sans oublier en antérieur le gris costal qui va venir constituer le rapport antérieur de ce segment sous-thoracique. Pour le segment abdominal, le segment présent au niveau de la région épigastrique, qui n'est pas revêtu par le gris costal, c'est le segment qui va être délimité sur la droite par le bord antérieur du foie, sur la gauche le rebord costal, différents cartilages costaux, et en bas par une ligne virtuelle qui va permettre de lier les deux neuvième cartilage costaux du côté gauche et du côté droit. Cette formation-là, ce segment-là, ce triangle qui est formé est ce que l'on appelle le triangle de Labé. Et le rapport antérieur essentiel de ce segment abdominal sera la paroi antérieure de l'abdomen. Pour la vascularisation de l'estomac, la vascularisation artérielle se fera selon deux cercles artériels. Un cercle permettant de vasculariser la petite courbure de l'estomac et un cercle artériel permettant de vasculariser la grande courbure. Les artères constituant ces deux cercles-là nous viennent justement, ce sont des artères, des branches collatérales, des différentes branches issues du tronc cœliaque, première branche viscérale de l'aorte abdominale. Le tronc cœliaque, issu de l'aorte abdominale, va nous donner trois artères. L'artère gastrique gauche, permettant du coup de vasculariser l'estomac, l'artère splénique, vascularisant l'estomac et allant jusqu'à la rate, et l'artère hépatique propre, se divisant en deux artères, l'artère hépatique commune, se divisant en deux artères, l'hépatique propre, qui ira rejoindre le pédicule hépatique avec la veine porte, et l'artère gastro-duodénale, permettant de vasculariser l'estomac, mais aussi le duodénum. Ces cercles-là, artériels, périartériels, le cercle de la petite courbure est constitué de deux artères. L'artère gastrique gauche, issue directement du tronc cœliaque, et l'artère gastrique droite. Cette artère gastrique droite est une branche collatérale de l'hépatique propre, issue elle-même de l'hépatique commune qui nous vient du tronc cœliaque. Ces deux artères-là donneront des branches collatérales se ramifieront au niveau de la petite courbure, permettant la vascularisation de cette partie-là de l'estomac. En ce qui concerne la grande courbure, le cercle artériel de la grande courbure sera constitué de deux artères également. Les artères qu'on nommera les artères gastro-épiploïques ou bien gastro-omentales. On a une artère gastro-épiploïque gauche et une artère gastro-épiploïque droite. L'artère gastro-épiploïque gauche est une branche collatérale de l'artère splénique, elle-même venant du tronc cœliaque. Tandis que l'artère gastro-épiploïque droite
est une branche de l'artère gastro-duodénale, elle-même branche de l'artère hépatique commune qui nous vient du tronc cœliaque. Les deux artères gastro-épiploïques gauche et droite vont s'anastomoser, se ramifier et permettent donc de créer un cercle artériel permettant la vascularisation de la grande courbure de l'estomac. En plus de ces deux cercles artériels, on aura les artères courtes, les vaisseaux courts permettant la vascularisation de la grosse tubérosité du fundus, sans oublier quelques branches cardiotubérositaires antérieures qui nous viennent de la gastrique gauche. Ces vaisseaux courts, ces artères courtes de la grosse tubérosité, sont des branches collatérales de l'artère splénique, elle-même, comme on a dit, branche du tronc cœliaque. C'était pour la vascularisation artérielle. Le drainage veineux, la vascularisation veineuse, est satellite de la vascularisation artérielle. Elle se fera aussi par deux cercles pour la petite courbure et la grande courbure. Les veines qui permettront le drainage veineux de la petite et de la grande courbure auront les mêmes noms. Les veines gastriques gauche et droite formeront le cercle de la petite courbure, tandis que les veines gastro-épiploïques ou bien gastro-omentales, c'est la même chose, droite et gauche formeront le cercle de la grande courbure. Toutes ces veines-là doivent être tributaires, doivent se drainer au niveau du tronc porte, de la veine porte qui ira au niveau du foie, faisant partie donc du pédicule hépatique. Les veines gastriques gauche et droite vont directement se drainer au niveau du tronc porte, rejoignant le foie. Tandis que la veine gastro-épiploïque gauche rejoindra la veine splénique et la veine gastro-épiploïque droite rejoindra la veine mésentérique supérieure. Non pas directement, mais par le biais d'un tronc veineux qu'on appellera le tronc gastrocolique de Henle. Sachant que la veine splénique, qui reçoit cette gastro-épiploïque gauche, va aider à former le tronc porte. Et la veine mésentérique supérieure, qui recevra la veine gastro-épiploïque droite par le biais du tronc de Henle, va aider elle aussi à la formation du tronc porte. Le tronc porte, la veine porte, est formé par la réunion de ces trois veines. Veine splénique avec la veine mésentérique inférieure qui vont s'unir et former le tronc spléno-mésentérique. Ce tronc spléno-mésentérique s'unira à la veine mésentérique supérieure et permettra donc de former le tronc porte, la veine porte, constituant essentiel du pédicule hépatique. Pour le drainage lymphatique se fera selon trois territoires de drainage. Le territoire gastrique gauche, qui sera constitué des 2/3 supérieurs de la petite courbure de l'estomac, qui va être donc drainé par des lymphonoeux satellites donc de l'artère gastrique gauche. Ces lymphonoeux-là ramèneront la lymphe au niveau, bien sûr, de la région cœliaque. Le territoire splénique est un territoire comprenant le fundus et quelques centimètres de la grande courbure. Il sera drainé par des lymphonoeux, donc satellites de l'artère splénique, et ils ramèneront cette lymphe au niveau de la région cœliaque eux aussi. Et le territoire le plus vaste, le plus étendu, c'est le territoire hépatique, constitué de deux micro-territoires ici, avec les flèches bleues. Il va être, la lymphe à ce niveau-là sera drainée par des lymphonoeux qui sont adjacents et qui sont juste à côté des artères gastro-épiploïques droite et de l'artère hépatique. Ces deux territoires-là sont le tiers inférieur de la petite courbure de l'estomac, les 2/3 inférieurs de la grande courbure de l'estomac et bien sûr la partie pylorique. Pour l'innervation de l'estomac se fera selon les deux systèmes sympathiques et parasympathiques. C'est une innervation végétative autonome. Pour l'innervation parasympathique, elle sera assurée par les nerfs vagues. Les nerfs vagues qui vont être du coup transportés et venir au niveau de la région
de la cavité abdominale grâce au hiatus œsophagien du diaphragme seront appelés les troncs vagales antérieur et postérieur. Le tronc vagal antérieur fait référence au nerf vague gauche, tandis que le tronc vagal postérieur fait référence au nerf vague droit. Ils vont se ramifier et aider à former un pédicule nerveux, le pédicule de la petite courbure, grâce à des rameaux œsocardiophendiques et grâce aux nerfs de l'atargée antérieur et postérieur des branches qui me viennent de ces troncs vagaux antérieurs et postérieurs. Cette innervation parasympathique permettra d'assurer le péristaltisme de l'estomac, la contraction de l'estomac, le relâchement du pylore et de stimuler la sécrétion du contenu acide au niveau gastrique. L'innervation sympathique, quant à elle, viendra des nerfs, des rameaux sympathiques des nerfs splanchniques, venant donc de la sixième et entre la sixième et la dixième vertèbre thoracique, qui vont se diriger au niveau des ganglions semilunaires de la région cœliaque de Luschka, les ganglions cœliaques, pour aider à former donc le plexus cœliaque, le plexus solaire. L'innervation sympathique permettra la contraction des vaisseaux sanguins, le relâchement de l'activité motrice de l'estomac, ralentir le péristaltisme et diminuer la sécrétion acide au niveau gastrique. Cette innervation sympathique aidera donc à la formation de deux pédicules, le pédicule duodéno-pylorique par le biais de fibres nerveuses sympathiques qui me viennent du plexus hépatique à ce niveau-là, et le pédicule gastro-épiploïque droit par justement des fibres nerveuses végétatives qui me viennent également du plexus hépatique à ce niveau-là. C'était tout du coup pour le résumé, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve une prochaine fois Inch'Allah pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bqa ala khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.